Wesh la team, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live spoil complet de One Piece, parce que voilà, ils sont sortis tout à l'heure, je crois que c'était 22h, 21h30, 22h, un truc comme ça. Donc voilà, je vous les ai remis directement sur le Discord, voilà, pour que vous puissiez y avoir accès. J'ai aussi fait en sorte que ce soit plus lisible, donc voilà, les gars, n'hésitez pas à y aller, à mettre une petite flamme, à lâcher votre meilleur commentaire. Et let's go pour aujourd'hui découvrir un petit peu tous les mystères qui recouvrent tout simplement ce dernier chapitre de One Piece, tout simplement. Donc let's go les gars, juste avant, comme d'habitude, la petite auto-promo les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team, envoyez de la force, tout ce que vous voulez les gars, n'hésitez pas parce que voilà, il y a du travail derrière. Franchement, j'ai sorti les 2 vidéos le plus tôt possible aujourd'hui, j'ai très peu dormi, j'ai vraiment fait le maximum les gars. Là en ce moment je fais que ça, mais après c'est parce que je suis en train de préparer un truc et début d'année prochaine, je vous préviens les gars, le rythme va baisser drastiquement, il y aura beaucoup moins de live, beaucoup moins de vidéos. Live peut-être pas, on verra, mais il y aura beaucoup plus de live chill que de live taffé comme je suis en train de faire actuellement. Donc voilà, profitez-en, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, même si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez absolument plus de live, n'hésitez pas les gars. Mais voilà, je vous propose d'aller regarder, si c'est pas déjà fait, la playlist manga avec tous les derniers mangas que j'essaye de détailler, avec des images, avec voilà des informations assez sympathiques, donc n'hésitez pas, elles sont pas trop longues, elles sont parfaites pour découvrir un manga. Et sinon vous avez la playlist théorie pour toutes les théories One Piece, pareil, qui sont taffées, voilà, c'est les grosses vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'auto-promo, il y a plein de choses, de Discord, de Twitter, vous verrez de toute façon dans tous les cas. Mais aujourd'hui, c'est parti pour react à tout ça. Et là, vous allez être choqués parce que déjà, il y a énormément de théories validées, il y a énormément d'informations complémentaires qui ont rien à voir, par exemple, avec le clone de Shanks, etc. et qui sont pourtant ultra intéressantes. On va décortiquer tout ça, on va analyser tout ça. Préparez-vous, préparez le petit snack, la petite canette et c'est parti pour la react au spoil et ensuite l'analyse et théorie. Donc c'est parti les gars, comme je l'ai dit hier, résumé complet par Ridon sur le chapitre 1134. Donc voilà, le titre chapitre, on s'appelle la bibliothèque des hiboux. Et du coup, on commence avec un color spread. Donc voilà, il y a les Mugiwara tenant des pistolets à eau qui montent sur un robot géant Franky volant au-dessus de la mer, faisant la pose volante d'Astro Boy. Donc voilà, une petite référence potentielle à Astro Boy, trop stylé. Et aussi, on a quoi d'autre? On a le robot géant Franky. Donc il a le même corps que Franky, un corps et des ailes en métal sur son épaule gauche. Et il y a une phrase écrite qui veut dire nous sommes éternels. Pas de mini-aventure cette semaine. Et pour terminer, c'est un petit message par rapport au color spread. Donc voilà, c'est un hommage à Kazuki Yao, donc la voix japonaise de Franky dans l'anime One Piece, qui a annoncé qu'il se retirait de son rôle. Le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. Donc voilà, on en avait déjà parlé un petit peu sur la chaîne. De toute façon, pour la team Twitter et pour la team Discord, normalement, vous avez dû voir passer l'info parce que voilà, la voix de Franky japonaise, donc la voix officielle de Franky, après voilà 25 ans, s'est retirée de One Piece. Il y en a même, j'ai vu, qui ont dit mais Franky il est pas là depuis 25 ans parce que lui il est arrivé en cours de route et tout. C'est vrai, mais en fait le délire c'est que malgré tout il faisait des voix dans le manga avant de faire la voix de Franky. J'ai plus l'exemple en tête, mais qui fait 2 voix. Ok, donc c'est parti. On commence le chapitre avec Luffy qui remercie officiellement Saul d'avoir aidé Robin, tout en lui tenant la main pour le saluer. Et du coup Luffy il dit Saul Osan, j'ai cru comprendre qu'un de mes subordonnés était sous ta garde. Wesh, tu as toute ma reconnaissance. Permettez-moi de me présenter. Et du coup Luffy utilise la façon de parler des Yakuza, donc tout le monde rit parce qu'ils n'ont aucune idée d'où Luffy a appris ces mots. Et ça c'est trop drôle, pourquoi? Parce que je pense que c'est d'une part une petite référence à Ace, d'une part une petite référence à Makino, parce qu'on se rappelle quand Luffy était jeune, Makino essayait désespérément de leur apprendre un petit peu la politesse, histoire d'être bien éduqué, etc., etc. Et peut-être que Luffy a mélangé tout ça avec un petit côté Wano, un petit côté japonais. Et ça, je trouve ça trop bien fait parce que franchement, ça rend le chapitre légendaire. Tu vois, on commence vraiment avec un petit côté humoristique et du coup, bah franchement, moi, je peux que kiffer, les gars. Je peux que kiffer. D'ailleurs, juste avant de continuer, les gars, je vous mets la cam parce que je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié. Donc on reprend, les gars. Alors Sanji qui répond: où as-tu appris cela? Et Luffy qui dit: s'il te plaît, donne-nous. Et du coup, Robin interrompt le discours de Luffy et dit: c'est Luffy. Et du coup, Saul rigole et dit: je sais, Luffy est un grand nom, tu as rencontré de bons amis. Et du coup, il continue avec: Robin, tu les as enfin trouvés, n'est-ce pas? Et du coup, elle répond: oui, le Nakama qui protégera quelqu'un comme moi. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, ça doit être de la traduction. Faut pas leur en vouloir. J'en ai les phrases, c'est déjà pas mal. Tout l'équipage des Mugiwara, sauf Luffy, Zoro et Jinbei, se met à pleurer à nouveau en pensant qu'ils protégeront Robin pour toujours. Saul remercie tout le monde d'avoir protégé Robin. Lilith se présente à Saul comme Vegapunk. Elle et Bonnie ont également voyagé avec l'équipage et Gerd dans le Sval. Donc ça, c'est trop intéressant. Pourquoi? Parce que je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit la semaine dernière, faites attention parce qu'on n'a aucune information par rapport à Bonnie, etc., etc. On sait même pas s'ils ont suivi. On voit qu'il y a personne qui pleure et tout. Mais au final, je pense sincèrement qu'ils sont là parce que voilà, la scène est émouvante et c'est une scène,
voilà, qui pourrait tout simplement être très intéressante avec tout simplement Gerd, Bonnie et également Lilith pour voir un petit peu leur appartenance à l'équipage, leur émotion par rapport à tout ça. Est-ce qu'ils sont vraiment touchés par ça? Est-ce qu'ils sont un petit peu en retrait? C'est intéressant de savoir ça pour savoir si Oda veut les faire rentrer petit à petit dans le cercle privé des Mugiwara ou pas. Pour l'instant, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il les a même pas mis dans le précédent chapitre. Mais peut-être que c'était parce que voilà, c'était en rapport avec les souvenirs. Donc forcément, il fallait être présent et connaître Robin. Mais là, tu vois, on commence à les voir s'introduire. Donc je pense que ça peut être intéressant à voir un petit peu leur réaction pourrait nous donner des informations sur leur appartenance au niveau de l'alliance entre guillemets ou potentiellement au niveau des Mugiwara, peut-être leur intégration, ce qui est pas du tout impossible, même si pour l'instant je privilégie rien à part Vegapunk qui pour moi est ultra nécessaire pour les Mugiwara. Alors on continue. Donc Lilith demande à Jinbei de sortir du Sval. L'une des boîtes de machines qu'elle a amené d'Egghead, donc du coup il y a Gerd qui aide Jinbei à la sortir, tu vois, à sortir la boîte. Et la boîte est une capsule scellée avec un autocollant Vega attaché dessus. Et du coup Jinbei dit nous l'avons sorti d'Egghead sur les instructions de Vegapunk, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et Lilith répond c'est moi. Et du coup Luffy est sous le choc et il dit le clone de Vegapunk. Donc voilà, ça pour vous dire que tout le monde était au courant, à part nous. Tout le monde savait que Vegapunk n'allait pas mourir ou qu'il y avait une solution d'urgence. On a vu un petit peu Sanji se battre pour récupérer son corps, essayer de le sauver et au final on l'a vu courir à pied alors qu'il aurait pu carrément voler. Et on comprenait pas trop pourquoi et je pense que tout ça devient totalement logique étant donné qu'ils avaient des informations qu'on n'avait toujours pas tout simplement. Par exemple, tout ce qui s'est passé pendant l'ellipse d'Egghead, déjà c'est ouf qu'on ait une ellipse sur Egghead et toutes ces informations sont toujours pas là. Donc je pense qu'un jour ces informations vont prendre sens et là on voit carrément qu'il y a des opportunités de pouvoir les mettre. C'est-à-dire que là on a vu les corps, enfin le corps de Vegapunk sortir. Ça se peut que potentiellement il y ait un petit flashback dans les prochains chapitres où ils disent, on voit par exemple Jinbei récupérer les corps, faire ceci, donc voilà. Et ils nous donnent des explications sur comment marchent un petit peu les clones, comment on fait pour réintégrer la conscience de Vegapunk dans un nouveau clone. Bref, vous avez totalement capté, mais hâte de voir un petit peu comment ça va se passer ou peut-être que Oda a décidé de vraiment faire l'impasse sur tout ça parce que voilà, il avait pas le temps. Ça c'est aussi quelque chose de totalement possible. On continue les gars. Donc Lilith, c'est vrai, contrairement à nous, le satellite c'est une réplique complète. Ce Vegapunk était celui qui a visité Elbaf il y a 20 ans. Le gouvernement commencerait naturellement à avoir des soupçons si Stella se levait et quittait son labo plusieurs mois. Réellement, nous avons réussi à le sortir en le mettant dans le milieu nutritif, mais nous manquons de la machine pour le sortir de la boîte en toute sécurité. Donc voilà, il y a des petites il y a des petites phrases un peu bizarres étant donné que ça doit être dû à la traduction, mais je pense sincèrement que tout ça veut dire que pour sortir Vegapunk d'Elbaf, etc., c'était compliqué. Il fallait du coup prendre des précautions pour éviter que le gouvernement se doute un petit peu des allées et venues de Vegapunk à Elbaf, etc., et pour ça il avait une technique, et cette technique c'est tout simplement le fait d'utiliser un clone de Vegapunk. Donc on continue. Lilith dit qu'elle va rester à Elbaf et construire un nouveau laboratoire pour faire revivre Vegapunk avec ce clone du corps et aussi pour guérir Kuma. Donc là c'est assez intéressant parce que là on voit carrément Lilith qui a décidé de rester à Elbaf. Donc potentiellement qu'elle va définitivement rester à Elbaf et que du coup il n'y aura pas d'intégration potentielle pour Raftel, etc., d'un des Vegapunk dans l'équipage, ce qui est totalement possible. Mais je pense que quelque chose va changer ou potentiellement qu'il va y avoir un système de communication intégré, un hologramme ou quoi que ce soit qui va permettre de pouvoir communiquer avec elle parce que comme je vous l'ai dit, un Vegapunk c'est ultra nécessaire pour la fin. Donc on va voir comment va évoluer les choses, mais là je pense que Oda nous donne déjà des informations concrètes. Et en plus on voit que Kuma va rester, donc potentiellement Bonnie aussi va rester pour pouvoir les réparer, les améliorer, peut-être leur redonner leur conscience, en tout cas pour Kuma, ce qui est quelque chose de totalement possible. En tout cas Bonnie, de toute façon moi je le savais, elle allait pas rejoindre les Mugiwara, c'était tellement logique parce que déjà c'est une enfant et en plus de ça, si Bonnie rejoint les Mugiwara, forcément Kuma va rejoindre les Mugiwara. Bref, c'était trop compliqué et voilà, ça c'est quelque chose qui était pour moi logique. Mais par contre Lilith, peut-être qu'elle va rester tout simplement sur Elbaf ou peut-être qu'elle va réussir à réparer Vegapunk. Vegapunk va rester sur Elbaf pour se cacher et que Lilith va rejoindre l'équipage. Ou peut-être le contraire, Lilith va rester et peut-être le clone de Vegapunk va rejoindre l'équipage. Tout ça est possible, on verra bien de toute façon par la suite, mais c'est des choses que je garde en tête personnellement. Ensuite, Bonnie est très heureux d'entendre cela. Les géants feront visiter l'école au Mugiwara, tandis que Robin, Soul, Chopper, Lilith et Bonnet se rendront à la bibliothèque des hiboux. Nous voyons l'extérieur du bâtiment scolaire qui ressemble à la bibliothèque. L'équipage rencontre des enfants géants qui jouent près des Warrior Springs. Je sais pas encore c'est quoi des Warrior Springs, donc avant d'aller à la visite de l'école. Donc Usopp demande s'ils comptent eux naviguer un jour pour vivre des aventures et combattre des voyous. Mais quelqu'un répond à Usopp lui disant que ce n'est plus la tendance. Je suis
fort. C'est drôle que Oda intègre un petit peu des sujets de société actuels dans le manga, alors que voilà, ça c'est des choses auxquelles on fait plus référence, étant donné que voilà, il y a des codes, le code du shonen et tout, c'est de la baston, c'est comme ça, tu vois. Et là, Oda essaye de apporter un renouveau à tout ça, et je trouve ça assez intéressant. Alors Zoro qui dit, c'est un adulte qui vient de le dire. Usopp répond, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et du coup, les enfants géants répondent, vous ferez mieux de vous écarter et d'attendre d'être grondés. Vous êtes juste au-dessus de Ripley Sensei. Donc voilà, je pense qu'ils n'avaient pas remarqué, mais en gros, on découvre que lors de la conversation avec les enfants, Luffy et Usopp tiennent debout sur le corps de Ripley qui gît sur le sol. Luffy est sur la poitrine de Ripley comme lorsqu'il a rencontré Shirahoshi. Donc comme d'habitude, il sait où se mettre. Ripley est une belle guerrière géante avec un tatouage en forme de ligne sur le visage et elle est la professeure de biologie de la Warrior Academy. Usopp répond, on marchait sur un géant. Désolé. Et Ripley répond et dit, ne t'inquiète pas, les guerriers d'Elbaf font des ravages à travers le monde, c'était il y a 100 ans. Ce n'est pas comme si vous étiez lourd, mis à part, tu es surpris, n'est-ce pas? C'est bizarre, je te jure, les phrases sont bizarres. Ce n'est plus l'ère de la violence, du pillage ou de la guerre. Ripley explique que les enfants géants de Walrus Academy sont à Elbaf parce que l'école suit la volonté du défunt roi Harald. Voilà encore des informations complémentaires sur le roi Harald. Déjà, on comprend que le roi Harald était gentil. Donc, ce qu'on disait hier par rapport au fait que Loki n'aurait pas tué le roi Harald et on lui aurait mis sur le dos le meurtre du roi Harald prend tout son sens. Parce que là, on a vu qu'après, va y avoir des chevaliers divins. Donc, potentiellement, que la personne qui gouverne actuellement est tout simplement la personne qui est en lien avec les chevaliers divins. Et eux ont fomenté le meurtre du roi Harald parce que le roi Harald voulait tout simplement être un pays pacifique. Ce qui n'a pas dû plaire un petit peu au gouvernement mondial. Et du coup, ils ont préféré mettre un souverain plus docile et plus en adéquation avec leur volonté, tout simplement. Et du coup, Loki, on lui a fait porter le chapeau parce que voilà, c'était la personne la plus facile à qui on pouvait faire porter le chapeau. Et vous allez voir après qu'il y a des arguments par rapport à Loki qui vont carrément dans ce sens-là. Et ça, c'est vraiment une théorie validée parce que c'est ce que je vous dis depuis vraiment Egghead, depuis le tout début de la présentation de Loki. Je vous ai toujours dit, les gars, que pour moi, Loki est un gentil. Et vous allez voir qu'il y a des arguments qui vont dans ce sens-là. Alors, on continue. Ripley dit qu'elle fait partie de la dernière génération de guerriers. Elle aurait donc adoré voir la forme blanche de Luffy. Selon la mythologie d'Elbaf, il y a une fois un guerrier qui ressemblait à cela. Robin, Chopper, Lilith, Bonnie et Saul arrivent à Hall Library. Donc voilà, pour revenir un petit peu sur Nika, voilà, on voit que c'est des fables et on voit aussi que c'est quelque chose de perdu. Tu vois, malgré le fait que les géants puissent vivre longtemps et ils se rappellent des histoires un petit peu du siècle oublié, plus que les humains lambda, tu vois. Nika, pour les humains lambda, c'est rare, tu vois, qu'il existe encore. Seuls les boucaniers, etc., les races un petit peu proches de Nika, pouvaient tout simplement s'en souvenir encore aujourd'hui, alors que les géants, eux, ont plus la facilité de s'en souvenir, parce que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de générations depuis, mais par contre, l'histoire a bel et bien été effacée, l'histoire a bel et bien été perdue, parce que même elle le dit, j'aurais bien aimé voir cette forme, parce que voilà, ça me rappelle un petit conte qui a été raconté il y a très longtemps à Elbaf. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que l'histoire, même à Elbaf, s'est perdue, et que cette forme-là, on parle bien du Nika d'il y a plusieurs millénaires, et pas de Joy Boy, qui sont deux choses différentes. Donc juste avant d'entrer, Saul explique à Robin ce qui est arrivé au livre d'Ohara et comment il a réussi à les récupérer. Donc Saul dit, quand je suis arrivé à Elbaf, après ce qui s'est passé à Ohara, je ne pouvais tout simplement pas m'empêcher de penser au livre. Les savants ont donné leur vie pour cela. J'ai donc demandé de l'aide à Ajrudin et à sa bande. Nous sommes retournés à Ohara une fois de plus et quand j'ai vu ces petits livres intacts, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Bon bref, allons à l'intérieur. Et Robin, tu ferais mieux de faire attention avec ce livre que tu as entre les mains. Et du coup, Robin a dit, ah, et Chopper a dit quoi? Soudain, lorsqu'ils entrent dans la bibliothèque des hiboux, le livre que Robin tenait dans ses mains se transforme en sa taille géante. Le livre est maintenant plus grand que Robin. Et nous avons enfin Owl Library dans une belle double page. C'est une bibliothèque mystérieuse pleine de livres géants. Autour de la bibliothèque géante, il y a beaucoup de branches d'arbres massifs qui pendent autour d'elle. Donc voilà, c'est trop cool. C'est parce que c'est exactement ce que j'attendais. J'attendais d'avoir plus d'informations sur la bibliothèque et je la voyais comme ça. Pour moi, la bibliothèque, c'est une bibliothèque qui a été creusée à même le tronc ou à même une branche d'Yggdrasil. Et à l'intérieur, c'est fait de bois avec des branches d'arbres. Tu sais, comme on verrait dans les bibliothèques de fables, comme on pourrait imaginer. Surtout que, sachez que Oda est un fan de livres. Il adore lire. Toute sa vie, toute son enfance, il a passé son temps à lire. Et en plus de ça, il est aussi fan de tout ce qui est bibliothèque, fables, etc., etc. Parce que
voilà, c'est des endroits où je pense, je spécule parce que j'en suis pas tout à fait sûr, mais c'est des choses qui ont été dites et redites. Je pense que voilà, il fréquentait beaucoup de bibliothèques et qu'il adorait tout simplement ça. Donc voilà pour ce petite anecdote sur Oda. Ok. Et du coup, et sur l'une des branches, nous pouvons voir une chouette géante endormie. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que la chouette, c'est le symbole de l'intelligence et du savoir, je crois, au Japon, mais pas que au Japon, tu vois. La sagesse, je crois aussi. Sagesse, intelligence, savoir, un petit peu tout ça, tu vois. Donc on continue. Saul qui dit comment ça? Es-tu surpris? Ce sont les livres d'autrefois à Aura. Du coup, c'est es-tu surprise? Parce que voilà, c'est... la traduction, il n'y a pas de féminin masculin en anglais. Donc, comment ça, es-tu surprise? Ce sont les livres d'autrefois à Ohara et maintenant en taille géante. C'est la mystérieuse bibliothèque des hiboux, où les livres deviennent grands dès leur entrée en ces lieux. Ce sont tous les documents qu'Ohara a protégés il y a 22 ans. Nous avons gardé les yeux ouverts pendant nos recherches pour pouvoir les récupérer tous jusqu'au dernier. Et du coup, Chopper et Bonnie sont choqués, ils sont fait waouh. Robin se souvient des mots que Clover lui a dit dans l'arbre de la connaissance quand elle avait 2 ans. Et puis elle pleure de bonheur. Du coup, un petit flashback de Clover et il dit c'est la meilleure bibliothèque du monde. Vous aimez les livres? Et Saul répond 7h du matin, je suis heureux que le jour où je peux enfin te montrer tout ça soit arrivé. Et du coup, il y a une petite coupure et là, on arrive directement dans le monde souterrain où on voit Loki parler à quelqu'un nommé Mesa. Et là, c'est marqué E+1 en japonais. Du coup, c'est Mesa ou Mosa? Peut-être Mosa. Et Mosa parle d'une manière très polie et semble être une personne timide. Nous ne savons pas encore si Mosa est un homme. Loki et Mosa ne se sont jamais rencontrés, mais ils ont parlé pendant longtemps en utilisant un Denmushi puisque Loki a beaucoup de temps et s'ennuie. Au fil du temps, Loki en est venu à considérer Mosa comme une amie et l'appelle Mosako. Donc avec le suffixe japonais ko dans le nom qui indique que Loki respecte Mosa. Donc voilà, il y a du respect envers Mosa. Et du coup, Loki il dit: es-tu toujours traumatisé par l'expérience horrible dont tu m'as parlé? Et Mosa répond: oui, j'en suis encore sous le choc. Loki répond: si j'avais été là, je les aurais tous tués pour toi, Mosa. Et Mosa dit qu'il ou elle commence à remarquer que même si Loki peut utiliser des mots effrayants, il est en fait bienveillant. Cela met Loki en colère MDR. Donc voilà. Là, on va parler un petit peu de la relation de Mosa et de Loki. Donc déjà, on voit que Loki a du respect pour Mosa. Donc ça, c'est assez intriguant. Pourquoi? Parce que justement, ça montre un petit peu tout ce que je vous disais à propos de Loki. Loki, on le fait passer pour un méchant. C'est quelqu'un qu'on déteste. On l'a accroché à l'arbre parce qu'il avait tué son propre père. Il a fait un parricide. Donc, quand on voit ça, on se dit non, mais Loki, c'est la pire. Ça doit être l'ennemi final. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, il a été vaincu. Et un ennemi, dans la logique shonen, il peut pas être vaincu. Ensuite, on a aussi le côté feinte. Parce que Oda, on le connaît. Frérot, à force, on le connaît. Le refrain. Quand il est là, il va toujours essayer de nous faire croire certaines choses. Et au final, la vérité est complètement le contraire, tu vois. Comme par exemple, ce qu'on a vu, Elbaf, île des guerriers, etc., etc. C'est la légende d'Elbaf. Mais aujourd'hui, on voit très bien que Elbaf cherche à être tout simplement pacifique, aspire à être pacifique. Donc c'est assez intéressant parce que la finalité veut que ce soit le contraire qui se passe à chaque fois, ce soit quelque chose qui nous surprenne. C'est ce que Oda malheureusement se tue à la tâche pour réaliser ça et évidemment, il arrive toujours à nous surprendre malgré 20, 30 ans d'existence, même si c'est pas encore le cas. Je pense qu'il arrivera toujours à nous surprendre. Donc pour en revenir à la relation entre Loki et Mosa, pour moi la théorie validée vient du fait que Mosa, du coup ils ont une relation spéciale et Loki, déjà il y a un petit côté protecteur, tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les alliés et très peu souvent chez les ennemis. Comme Lucci par exemple, on le voit très très mal avoir ce discours-là. Pareil pour Kaido, tu vois, on le voit très très mal avoir ce discours-là, même si Lucci commence à se transformer et que potentiellement il commence à être un petit peu du côté des gentils. Et pour finir, ça c'est une des choses qui me fait penser que Loki est devenu gentil, mais aussi Mosa, qui elle-même ou lui-même dit que il utilise des mots effrayants, mais au final c'est quelqu'un de très bienveillant. Donc ça montre un petit peu toutes les informations qui pourraient simplement arriver prochainement, tu vois. Que ce soit Loki qui est gentil, que ce soit le roi Harald qui a potentiellement été tué par quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'il a été tué par Loki, mais que Loki avait pas le choix. Peut-être qu'il avait pas le choix et qu'il était obligé de le tuer pour une raison qu'on découvrira plus tard. Ça aussi, c'est possible, hein. Donc, ça montre juste pour moi que là, Loki soit quelqu'un de gentil. Donc, ça, théorie validée, que je peux me féliciter parce que voilà, je vous l'ai dit depuis très longtemps, comme je vous l'ai dit, pour moi, depuis le début, qu'on l'a vu même depuis Big Mom, je savais que c'était quelqu'un de gentil parce que sa réaction, il a été présenté. Loki, tu vois, c'est le dieu de la malice et tout. Donc, instinctivement, tu vas te dire, ouais, ça doit être un méchant, ça doit être un méchant. Et au final, Oda, il aime trop faire le contraire, tu vois. Il aime trop faire en sorte de te faire croire quelque chose. Et au final, on voit que la vérité est tout autre. Et ça,
C'est quelque chose qu'on voit très facilement ici. Je suis assez content de voir que Oda prend tout le temps les bonnes décisions. En tout cas, les décisions qui sont en adéquation avec ce qu'on pense, même si c'est pas ce que pense la majorité des gens. Donc let's go, on continue. À la fin du chapitre, nous revenons au village céleste d'Elbaf, donc le village où l'équipage du chapeau de paille est arrivé dans le dernier chapitre. Dory, Broggy et les autres géants boivent et attendent le retour de l'équipage des Mugiwara. Donc les géants ils disent « Eh bien, vous buvez trop » et Broggy répond « Eh, la fête n'a pas encore commencé, on tue le temps en buvant. » Soudain, un éclair... Ouah, c'est légendaire, c'est légendaire. Donc soudain, un éclair noir frappe le château du village dans la double page finale absolument épique du chapitre. On voit qu'un cercle magique est apparu dans la salle du trône à l'intérieur du château. Et le cercle magique est le même que celui que nous avons vu dans Egghead lorsque le Gorosei est apparu sur l'île, mais ce cercle n'a pas de numéro. Rappelez-vous que le cercle de Saturne avait le numéro 5 dessus. Pas que le cercle de Saturne, je rajoute le fait qu'on a vu tous les numéros, à part le numéro 1, c'est le seul cercle qu'on n'a pas vu, et le cercle de Jupiter. Tous les autres, on a réussi à identifier les personnes, et du coup, on a dans l'ordre Saturne, qui maintenant devrait potentiellement être quelqu'un d'autre. Après, on a Mars, Valkyrie, Vénus, Juro, et pour terminer, Jupiter. Jupiter, on n'a pas vu son cercle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est bel et bien le seul auquel on n'a pas vu de cercle, donc on a attribué le numéro 1 assez facilement, même si potentiellement il est numéro 6, et que le vrai numéro 1 pourrait être tout simplement Garling, et qu'on n'avait pas vu venir. Ça, c'est quelque chose de très probable. Cependant, on a vu que les cercles d'invocation étaient bel et bien les mêmes. Donc, comme on l'avait dit hier, c'était pas sûr, ça pouvait être un pouvoir de Elbaf, le cercle d'invocation, mais là, on a la confirmation que c'est exactement les mêmes cercles d'invocation. Donc, est-ce que il a fallu que quelqu'un mette un petit peu ce cercle d'invocation? Ça, c'est la théorie un petit peu qu'on a émise. Beaucoup de personnes disaient qu'il fallait qu'un autre Gorosei soit là. Pas forcément, les gars, parce que Saturne lui-même était sur place, il était sur le bateau, et quelqu'un l'a invoqué tout simplement à Egghead. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était déjà là? Est-ce que la deuxième personne qui était avec tout simplement, on va dire le Shanks bis, vu qu'on n'a pas de nom pour l'instant, est-ce que la deuxième personne était là? Sachez que à chaque fois qu'on invoque quelqu'un, il y a un seul cercle d'invocation par personne. Donc ça se peut que l'autre personne avec la cape était déjà à Elbaf et qu'il en a profité pour invoquer justement le Shanks bis, et potentiellement que ça expliquerait tout ça. Donc là on va voir, on voit les détails et on discute de tout ça juste après, quoi. Vous avez capté. Donc le cercle magique est le même que celui que nous avons vu dans Egghead, donc ça on l'a déjà lu. Cercle magique, ok, cercle magique, 2 personnes avec des capes noires apparaissent à genoux sur le sol. Donc là, il y a quand même des détails qui montrent qu'il y a bel et bien 2 personnes qui ont apparu dans un seul cercle magique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'on va avoir plus de détails? Est-ce qu'on a vu clairement dans la case que les 2 personnes sont bien et bien téléportées grâce à ce cercle magique? C'est pas du tout impossible parce que c'est une mécanique qu'on comprend pas encore totalement, mais gardez en tête que pour l'instant, les seules infos qu'on a réellement, c'est que chaque cercle magique appartient à une seule personne. Donc on verra, mais pour l'instant on va rester sur ce qui est marqué dans les spoils, de se tromper, et on va garder voilà un petit peu de réserve histoire de pas dire n'importe quoi pour l'instant. Ensuite, le premier est le Shanks à capuche qui parlait au Gorosei lors de la dernière rêverie, donc au chapitre 907. Le deuxième ressemble à une femme avec des bandages couvrant sa bouche et ses cheveux, couvrant son œil droit. Donc qui couvre sa bouche, ses cheveux et son œil droit. Et un petit message de l'éditeur qui dit: nous avons des envahisseurs. Donc ça c'est assez intéressant parce que voilà, théorie validée sur plusieurs choses. Déjà premièrement, le fait qu'on avait bien diagnostiqué le fait qu'il y avait une potentielle chance que ce soit plus des chevaliers divins qui viennent de l'extérieur que ce soit quelqu'un qui appartient au peuple d'Elbaf. Là on a tous les détails, donc on comprend assez facilement qu'ils viennent clairement d'être téléportés via le même pouvoir qui a été utilisé lors du passage des Mugiwara à Egghead. Donc quand on comprend ça, on voit assez facilement que le gouvernement mondial commence à prendre des dispositions très sérieuses pour abattre Joy Boy. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il l'appelle. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la raison pour laquelle Saturne est mort, c'est qu'il a laissé fuir Joy Boy. C'est comme ça qu'on l'a perçu en tant que lecteur, parce que voilà, les phrases ont été claires, je vous les ai mis un petit peu dans le Discord, je vous les ai même mises dans la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à les regarder. Et au final, on voit clairement que le but actuel du gouvernement mondial, en tout cas pas du gouvernement mondial, le gouvernement mondial, lui, il a un devoir sur le monde entier, tu vois. Et je pense que Im-sama, c'est plus quelqu'un qui a plutôt des caprices, j'ai envie de dire ça comme ça, des caprices de roi, des caprices divins, et des caprices des dieux. Et du coup, en fait, le délire, c'est que son but à elle, je pense sincèrement, c'est de tout simplement faire ce qu'elle
veut, étant donné que c'est, on va dire, la divinité. Et je pense que elle, son but, ça va être tout simplement de tuer Joy Boy ou de tuer tous ceux qu'elle a envie de tuer. Par exemple, si elle veut détruire un pays, elle détruit un pays. Si elle veut utiliser une arme, elle utilise une arme. Si elle veut tout simplement aller se déplacer à droite à gauche, elle fait ce qu'elle veut. Je pense que elle va plus réfléchir comme ça. Imsama, il ou elle, hein, vous connaissez. Donc voilà, en tout cas, ça c'est pour Imsama et l'arrivée de ces deux personnages. Donc là, on va passer directement à l'analyse et aux théories, comme ça au moins on aura plus de détails par rapport à tout ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui soutiennent, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas encore à commenter, à partager vos théories, merci à tous ceux qui sub aussi, et voilà, je pense que pour la première partie en tout cas, on va s'arrêter là, merci à la tube YouTube, et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le Twitter, si jamais vous voulez partager vos théories, partager certaines choses, même partager des vidéos sur lesquelles vous voulez que je réagisse, n'hésitez pas les gars, parce que voilà, c'est quelque chose qui, je pense, peut vous rendre service si jamais vous avez des interrogations, mais qui peut aussi rendre service à la commu et en même temps à la chaîne, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, on va détailler un petit peu tout ça. Je pense qu'il y a pas mal d'informations qu'il va falloir que je vous dise, ouais, ça va être colossal. Donc voilà, n'oubliez pas, vive le jeu vidéo, vive One Piece, et on se retrouve dans quelques minutes les gars. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément et en plus vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très vite.